Outre ces moteurs de déforestation, les populations congolaises ne demandent que l'alternative. L'alternative à leur vécu quotidien. Il est impensable d'interdire les Congolais d'utiliser le bois comme énergie si vous ne leur donnez pas l'alternative. Il est impensable d'arriver dans mon village, interdire l'agriculture itinérante sur Buli si les populations locales n'ont pas d'alternative. Il est aussi difficile d'interdire à la République démocratique du Congo d'entrer en possession de ses ressources naturelles, notamment les pétroles, qui se trouvent en onshore certainement ou sous les tourbières si la République démocratique du Congo n'a pas d'alternative. Car aucun pays du monde de l'OPEP n'a pensé à donner à la République démocratique du Congo du pétrole en termes de dons. Nous accédons au pétrole à un coût élevé, parfois des pétroles de mauvaise qualité. Et la République démocratique du Congo est certainement en droit d'exploiter ses ressources, mais sans pourtant se départir de ses engagements de protection de la nature. Car protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Je ne saurais terminer mon propos sans exhorter l'équipe de l'unité de gestion des projets PIF et l'unité de coordination du programme d'investissement forêt PIF-Forest et tous les partenaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs assignés pour progresser l'agenda de la République démocratique du Congo comme pays solution dans ces différents domaines clés, notamment avoir accès à l'oxygène en protégeant la nature et aussi avoir accès au pain. Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Nous avons besoin de l'oxygène, c'est vrai. Pour sauver l'humanité, nous avons aussi besoin du pain pour notre survie. Encourager la participation des femmes francophones dans les instances de ces décisions est une admirable idée et j'en suis certaine qu'avec plus de femmes autour des tables de négociation, notamment des femmes formées et outillées, nous pourrons aborder les questions du climat sous un angle nouveau et inclusif. J'encourage ainsi les participantes à tirer pleinement profit de cette formation pour défendre avec conviction les intérêts de nos pays, de nos populations et contribuer à l'élaboration des solutions globales face au changement climatique. Le leadership féminin est un atout indéniable dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons donc renforcer la présence des femmes dans les négociations pour assurer que leurs perspectives et leurs préoccupations, qui sont souvent spécifiques et différenciées, soient pleinement prises en compte dans les solutions proposées. La diversité des voix aux tables de négociation est aussi la clé pour des solutions équitables, durables pour l'ensemble de nos populations. Mesdames et messieurs, je reste persuadé qu'à l'issue de cet atelier, chacun de vous, chacun de nous, sera mieux armé, mieux outillé pour représenter dignement et de manière efficiente nos pays respectifs à la COP29 ou lors de toute autre négociation à venir en matière non seulement du climat, de la biodiversité aussi, de lutte contre la désertification et, si vous voulez, de l'environnement en général. Ensemble, nous cesserons d'être des spectateurs passifs et deviendrons enfin des acteurs majeurs du processus décisionnel international sur le climat. Qu'est-ce qu'on va donner l'alternative? Nous avons besoin, par exemple, d'élargir la desserte en électricité. Ça se trouve dans notre DCDR. La Banque mondiale, nous la demandons de soutenir les projets, par exemple, de Inga. Les projets de Inga, si toutes les phases sont en action, on va élargir la desserte en électricité. Il y aura de moins en moins l'utilisation du bois comme énergie de chauffe. On aura fait œuvre utile. La même chose, il y a des projets, par exemple, des infrastructures, des projets de tout ce qu'il y a comme
social, donc la santé, l'éducation et tout. Nous sommes lancés aujourd'hui dans la gratuité de l'enseignement. Nous sommes lancés aujourd'hui dans la couverture santé universelle. Nous sommes lancés aujourd'hui dans le PDL, le programme de développement dans les 145 territoires. Nous demandons l'appui de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle l'appui holistique. Lorsqu'on va appuyer le PDL 145 territoires, il y aura par exemple l'autonomisation de la femme, des hommes et des femmes. La population va avoir de l'emploi. Plus personne n'ira comme les artisanaux aller couper les bois, les grumes pour les vendre, envie d'acheter, de préparer sa layette ou d'acheter les cahiers pour les enfants ou de construire sa maison. Donc on va avoir des salariés, on va avoir en fait le développement au niveau local. Même l'électricité, lorsque j'en ai parlé, déjà la communauté va avoir la possibilité de transformation locale de produits agricoles. L'agriculture elle-même, nous demandons l'appui de l'agriculture résiliente, une agriculture modernisée où on ne va pas aller brûler la forêt, aller à l'agriculture itinérante sur brûler, et on aura la possibilité de l'agroforesterie, qui est une technique qui demande beaucoup de fonds, et on aura aussi la possibilité de transformation locale de nos ressources naturelles, et des produits agricoles, etc. Donc, c'est un projet holistique. Nous allons d'un côté protection de la forêt, mais ça nécessite à ce que la Banque mondiale mobilise beaucoup plus de ressources. Sa présence dans notre pays, c'est une présence crédible. Ça crédibilise tous nos programmes. Il n'y aura pas que la Banque mondiale, d'autres institutions, et surtout demander aux industries polluantes, n'est-ce pas, d'acheter les crédits carbone en République démocratique du Congo à un taux qui nous permet nous-mêmes d'avoir un gap qui va nous permettre d'appuyer ou c'est pas moi d'implémenter nos propres projets d'adaptation et nos propres projets d'atténuation. Pourquoi pas booster aussi une solidarité pour les pays des autres du monde comme les pays insulaires, les pays désertiques qui ne sont que victimes sans solution. Nous sommes victimes, mais nous sommes aussi la solution. Et enfin, nous demandons à la Banque mondiale de faire comprendre à l'humanité tout entière. La RDC et le monde, nous avons besoin de l'oxygène pour vivre, mais nous avons aussi besoin du pain pour survivre. Donc, nous savoir lier les deux. Donc, la protection de l'environnement n'exclut pas les développements. De ne pas suivre les personnes qui font souvent la spéculation en matière de déforestation. Le couvert forestier de la République démocratique du Congo, le plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. En plus de cela, nous avons les forêts de Miomo, nous avons les tourbières, nous avons aussi les mangroves. Si vous calculez les moteurs de déforestation, c'est 0,5% par an. À comparer avec les couverts forestiers qui est intact, on ne peut pas dire que chaque année les Congo augmentent en termes de déforestation. Non, loin de nous c'est là. Parce que vous connaissez tous les moteurs de déforestation. Et puis je vais vous parler des cas de Red Plus. Ça a réussi, ça n'a pas réussi. Moi je vous dis pour moi, en tout cas en tant que responsable du ministère de l'Environnement, le programme Red Plus, c'est un exemple important à poursuivre, à ne pas abandonner. Je prends le cas des projets pilotes de Maïndomé. Hier, dans le Maïndomé, allez dans les territoires de Inombo, les territoires de Koutou, les territoires de Mouchi ou ailleurs, on ne voyait plus les éléphants. Je donne que l'exemple des éléphants. Quand on fait la conservation, il y a la reproduction de la biodiversité. Et vous savez qu'un éléphant pour se reproduire, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, si vous allez dans les territoires de Inongo, la population commence à nous appeler pour dire « Appelez Maman Bazaïba qu'elle vienne prendre ces éléphants qui détruisent nos agricultures. » nos produits agricoles. Alors heureusement, nous avons une technique aujourd'hui. On nous a dit les tabacs et ça réussit. Les éléphants ne supportent pas les tabacs. Nous avons maintenant pris l'engagement d'amener plus de semences de tabac, faire comme des murs, de murs verts, les murs verts comme ça, des tabacs, et les éléphants ne viennent pas détruire. Alors s'il y a eu la productivité de ces éléphants, la multiplication de ces individus, cela signifie la conservation a réussi. Là où il y a la déforestation, les éléphants ne viennent pas. Et imaginez-vous les primates qu'on ne voyait plus. Aujourd'hui, vous allez dans les rivières, les ruisseaux de ces territoires, vous rencontrez les primates qui sont en train de s'abreuver. Donc, il y a un point positif. Nous avons utilisé la télédétection, nous avons utilisé aussi les caméras au sol, monitoring, surveillance. Je peux vous montrer ça. Vous pouvez entrer en contact avec nous, je vous montre et vous voyez que nous sommes en train de réussir. Donc, c'est
les déforestations ne tiennent pas la route. Mais néanmoins, je continue à fustiger le fait qu'il y ait une déforestation, par exemple, pour l'exploitation minière. C'est pourquoi nous travaillons ensemble, le ministre de l'Environnement, les ministres des Mines, le ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre des Affaires foncières, de sorte que là où nous avons conservé, il ne faut pas que les mines octroient les titres d'exploitation. Là où nous avons conservé, il ne faut pas que l'agriculture vienne, par exemple, donner les concessions pour l'industrie agroalimentaire. Donc nous y allons que les droits miniers n'emportent pas sur les droits fonciers. Mais aussi la conservation, on doit tenir compte des bandes de terres alternatives, des forêts communautaires que nous donnons à la population pour la survie. Qu'on le veuille ou pas, nous aurons toujours besoin des bois d'œuvre, des bois de service, des bois de travail. Mais il y a aussi cette technique de cultiver les arbres à croissance rapide qui va nous aider à y accéder comme bois d'énergie, qui va nous aider à y accéder aussi comme des bois d'œuvre, des bois de service et des bois de travail. Moi, c'est M. Ligue José. Je suis directeur chef de service au ministère de l'entrepreneuriat de Tété-Mouna. Veuillez recommencer, s'il vous plaît. Oui, je disais, c'est M. Ligue José. Je suis directeur chef de service au niveau du ministère de l'Industrie et des Développement de petites et moyennes entreprises. Vous avez participé à cet atelier, lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane. Quelles sont vos impressions? Oui, les impressions sont bonnes, étant donné que nous sommes contents qu'il y ait une plaidoyerie concernant la gestion de nos forêts. Comme vous le savez, la RDC c'est un plus grand pays forestier. Cependant, nous disons que comme nous sommes dans un pays forestier, où la population vit dans les forêts, et cette population devait vivre aussi de cette forêt. Vous avez suivi les discours de Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et comment avez-vous apprécié ça? Oui, j'apprécie son combat parce que je suis d'avis que son combat est noble. Parce que je le disais tantôt que nous sommes un pays forestier où la population vit dans les forêts et cette population devait vivre de ces forêts. Étant donné que nous sommes appelés à protéger ces forêts, mais nous cherchons des solutions palliatives, c'est-à-dire des contreparties de cette gestion de la forêt. Parce qu'il n'est pas facile de demander à un paysan de ne pas couper les bois pour préparer sa nourriture, pour dire qu'il doit protéger cette forêt. Il est dans la forêt, il doit vivre de ces forêts. On ne peut pas interdire à un paysan de pêcher un poisson parce qu'il est à côté du lac, parce qu'il faut protéger ces lacs-là. On ne peut pas interdire à nous, population ou bien les pays, d'exploiter ces richesses qui sont dans les sous-sols. Je prends l'exemple du pétrole, pour le motif qu'il faut protéger la nature, alors que nous avons besoin de ces pétroles-là qui se trouvent dans le sous-sol de notre pays. Donc moi je dis que le combat de Madame la ministre d'État F. Bazaï, c'est un combat noble et mérite d'être soutenu par toute la population parce que nous pensons que nous sommes un pays forestier, nous vivons dans les forêts et nous devons vivre de ces forêts. Le pays, RDC Pays Solution, un simple slogan ou une réalité? C'est une réalité. Nous sommes Pays Solution parce que la quantité d'arbres, la forêt que nous avons en RDC, ça aide à absorber tous ces carbones-là à travers le monde. Et vous savez, quand le monde est pollué, vous savez les conséquences. Et si notre forêt, et si nos arbres permettent vraiment à absorber tous ces carbones-là, nous disons que nous sommes un pays solution et nous méritons une récompense par rapport à ça. Vous qui sont ministère de petites et moyennes entreprises, vous travaillez pour la base, sans pays, sans PME, le pays là est nul. En matière d'environnement, qu'est-ce que vous suggérez par rapport à ça? Vous savez, l'économie de ce pays est dans les mains des PME, petites et moyennes entreprises.
Et pour sauvegarder aussi l'environnement, il faudrait impliquer ces PME. Parce que les petites entreprises là, les petites industries qui sont à travers le pays doivent être formées en matière de préservation de l'environnement. C'est pourquoi nous, en tant que ministère sectoriel, nous disons que nous sommes concernés par la protection de l'environnement, par cette donne-là de l'environnement à travers les petites unités que nous gérons, notamment les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Merci. Le nom? Le nom, je disais que c'est M. Moulin José.